Chers amis, dans le cadre d'une journée d'amitié française, on dit chers amis. Je représente ici le militant politique. Je ne suis pas un politicien, encore moins un politicien. Je suis un cousin gaulois de l'Action française. Autrefois, au début du siècle, il y avait de multiples mouvements nationalistes. Quand j'entends des mouvements nationalistes, c'est-à-dire des mouvements qui agissaient en dehors du régime. C'est la raison pour laquelle, d'un côté, il y avait la fleur de lys, et de l'autre côté, il y avait des symboles très nationalistes. Le symbole sur lequel j'ai combattu, c'était la croix celtique. Nous avons toujours été alliés avec l'Action française, parce que notre combat se faisait pour liquider la République. Les gens ont oublié que la République est un système qui a été imposé par la force. Et depuis, il survit par l'électoralisme. Et il a fait rentrer dans les esprits l'idée que, eh bien, on ne pourra abattre le régime que par la voie électorale. Avant la guerre, il y avait de multiples mouvements nationalistes qui voulaient, je vais employer une expression forte, abattre la gueuse. Maurras, lui, avait une belle image pour désigner la gueuse. Il parlait de la femme sans bras, et puis il parlait de la femme sans tête, bien qu'elle ait une tête avec un bonnet phrygien. C'est-à-dire que, pour reprendre une autre formule, cette République se défend bien, elle se défend très bien, mais elle protège mal les Français. Alors, la cité, je crois au terme fort. Dans l'histoire, la cité, c'était une ville, un territoire qui vivait sous ses propres lois. Les grandes cités qui ont traversé l'histoire, c'est Sparte, c'est Athènes, c'est Rome, c'est Venise, c'est Gênes. C'était des cités qui reposaient sur la force de ses habitants, à savoir que chaque habitant défendait la cité. Aujourd'hui, si l'on regarde ce qu'est la cité française, bien un grand mot, eh bien c'est un champ de ruines. La cité, la nation, ce sont deux termes pour désigner une réalité historique. Alors, on peut se dire que nous, nationalistes, soit d'Action française, soit nationalistes purs, nous sommes les représentants, comme l'a dit très bien Eliatem, du pays réel contre le pays légal. Ce pays légal, il joue très bien du système. Beaucoup des mouvements dits patriotiques ont cru qu'ils avaient une chance de l'emporter en se lançant dans le combat électoraliste. Ils n'ont aucune chance de l'emporter. Ils confortent le système en y participant. Le jour où ils auront une chance de l'emporter, eh bien ce jour-là, comme ça a été fait dans des pays, on annulera les élections. Parce que les princes qui nous gouvernent sont des gens qui déterminent les règles du jeu. Un homme sensé ne s'assoit pas à une table pour jouer aux cartes avec des cartes truquées. Vous ne jouez pas aux dés avec un adversaire qui a pipé les dés et qui gagnera toujours.
Alors, depuis près de 50 ans, on déçoit les patriotes, parce que les ambitions sont grandes, les espoirs encore plus. Ils pensent qu'ils vont l'emporter à l'occasion de joutes électorales. Ils n'ont aucune chance de l'emporter. Le système est verrouillé. La seule chance de l'emporter, c'est une situation révolutionnaire. La situation révolutionnaire, je pense que nous sommes en train de la vivre. Mais pour qu'une révolution réussisse, il faut, un, une situation révolutionnaire, deux, des militants révolutionnaires. Et ce qui manque aujourd'hui dans ce pays, ce sont les militants révolutionnaires. Le système est très performant. Il détourne les militants, les patriotes, dans des jeux. Par exemple, je vais vous parler de la communication. Beaucoup de gens croient qu'à partir du moment où ils communiquent, ils font de la politique. Mais communiquer sur le net, communiquer à la télévision, communiquer à la radio, ce n'est pas vraiment de la politique, c'est un peu de la propagande. Mais vous serez toujours perdant, parce qu'en face, il y a un rouleau compresseur, il y a un système d'intoxication, il y a un système de formatage contre lequel nous ne ferons jamais le poids. Alors notre seule chance, c'est une situation révolutionnaire. Notre seule chance, c'est de préparer les hommes. Et préparer les hommes, ce n'est pas les entraîner dans des joutes électorales. C'est de la formation. Quand un homme veut se battre pour son pays, on doit lui expliquer beaucoup de choses. La première chose, c'est le but du combat. Les nationalistes, le but est clair. Nous nous battons pour maintenir et sauvegarder la France. Nous nous battons pour la pérennité de la France. Ça, le but est clair. Nous ne nous battons pas pour sauver la République. Nous ne nous battons pas pour obtenir des places pour un parti. Nous nous battons pour sauver la France. Ça, c'est le premier but. Deuxième chose, quand on se bat, il faut connaître l'adversaire. Et la plupart du temps, les nationaux ne connaissent pas l'adversaire. Ils sont trop bienveillants vis-à-vis de l'adversaire. Alors, quand on forme une troupe, on désigne l'adversaire. Alors l'adversaire, le pire, celui que, à la fin du 19e siècle, au début du siècle, on combattait, il portait un nom du temps de Maurras. C'était le cosmopolitisme. L'adversaire, c'était le monde cosmopolite. De nos jours, on a changé les termes. C'est le mondialisme. Et le mondialisme est un rouleau compresseur également. Il formate les esprits. Dans l'esprit des gens qui tirent les ficelles, le monde doit devenir un vaste village. Et ça, c'est très grave. Qu'est-ce que nous avons à opposer? Nous avons à opposer le singulier. En face, il propose le multiple. Nous sommes la culture du singulier. Nous avons également un credo. Ce credo, c'est que dans l'ordre du monde, la nation est la clé de voûte de l'ordre mondial. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Ce qui nous permet de le dire, c'est que toutes les grandes choses qui ont eu lieu dans l'histoire l'ont été à partir d'entités nationales. Mais, au début du siècle, les nations gênaient. Alors, on a lancé tout un tas de torpilles. De torpilles qui veulent uniformiser le monde. La première torpille, ça a été la Société des Nations. La Société des Nations, ça a donné ensuite l'Organisation des Nations Unies. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si nos adversaires remportent des succès, c'est parce qu'ils ont compris que ce qui était important d'abord, c'était de faire passer l'idée. Et ils bénéficient des progrès techniques. Les médias permettent d'avoir une emprise extraordinaire sur les hommes.
on peut être toujours surpris de voir des relations des amis dire « Oui, mais j'ai entendu à la télévision. Ça rappelle la remarque d'autrefois, je l'ai lu dans le journal. » Ce n'est pas parce qu'on l'a entendu à la télévision que c'est la vérité, ce n'est pas parce qu'on l'a lu dans le journal que c'est la vérité. Alors, face à ce rouleau compresseur, il faut bien désigner l'ennemi, le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, de quoi se sert-il? De la démocratie. La démocratie, c'est très simple. C'est la loi du nombre. Ce sont les plus nombreux qui décident. Si encore les plus nombreux décidaient en ayant choisi, mais on leur dit ce qu'ils doivent faire. C'est le bourrage de crâne, le formatage permanent. Alors, la démocratie, c'est le deuxième adversaire. Et puis, un troisième adversaire qui tire les ficelles, c'est la plutocratie. La plutocratie, c'est un grand mot, je vais vous le dire plus simplement, c'est le culte du veau d'or, qui est vieux comme le monde. Et le culte du veau d'or, ça marche. Regardez nos compatriotes. Ils ont toujours les yeux tournés vers les salaires, vers leur confort matériel, et ça marche. La notion de sacrifice, elle n'existe plus. Voilà pourquoi il faut former des militants politiques. Le militant politique, c'est un homme qui sait se diriger, parce qu'il s'appuie sur une doctrine. La doctrine, c'est le gouvernail de la pensée et de l'action. La pensée doit toujours arriver avant l'action. On ne doit pas tomber dans un activisme stérile. L'activisme stérile, il existe chez beaucoup de jeunes. Vous les voyez, ils sont tombés dans un piège extraordinaire. Ils pensent que parce qu'ils passent à la télévision ou parce qu'ils peuvent s'exprimer sur le net, ils vont être performants, ils vont avoir des résultats. Non, ils confortent un système. Et moi, ma plus grande peine, c'est de voir des jeunes qui sont devenus des identitaires parce qu'ils n'ont pas le courage de se dire nationalistes. Qu'est-ce que ça veut dire, identitaire? Ça ne veut rien dire. On est nationaliste, on est pour la nation ou contre la nation. Ça sera la démarcation à l'avenir. Alors, il faut dire que les mots ont un sens et il faut toujours venir à l'origine des mots. En latin, pour désigner un homme, il y avait deux mots. Homo. Et homo, c'est omnes, c'est tous. Et l'autre mot, c'était vir. Vir, c'est l'individu. Vir, ça a donné viril. Bien. Homo, c'est la plèbe, c'est la foule. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a très bien été évoqué par un orateur, les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Eh bien, les droits de l'homme, c'est une philosophie dévastatrice pour la nation. Parler des hommes, c'est vous dépouiller. On ne choisit pas son pays. On ne choisit pas sa religion. On ne choisit pas ses parents. Et maintenant, on vous fait croire que vous pouvez tout choisir. Vous pouvez choisir votre nom. Vous pouvez choisir vos parents. Vous pouvez même choisir votre sexe. On vous explique que le sexe est le fruit d'une éducation et qu'on va pouvoir changer, et que bien même tous les hommes et les femmes doivent se fondre dans un magma. Tout ça, ce sont des mouvements de dissolution de ce que nous avions de plus riche. Ce sont les nations. Les nations, un religieux pourrait dire que la nation, elle est voulue par Dieu. Il y avait une très belle parole qui disait que les nations étaient des vaisseaux dont les ancres étaient dans le ciel. Ça, c'est une très belle parole. Mais la nation telle que nous la défendons, ce n'est pas seulement la terre. Et je vais vous dire que la terre, elle est en mauvais état, puisque nous avions un empire extraordinaire. Et la terre s'est rétrécie. Et puis la terre est devenue un gruyère, puisque nous avons des hommes de non-droit,
Donc, la terre, il n'en reste pas grand-chose. Les hommes, les Français. Mais être Français, c'était une fierté. Maintenant, celui qui s'avoue français, eh bien, il fait presque un aveu de culpabilité, puisqu'on lui a toujours dit que le français est coupable de tous les maux et qu'il faut faire repentance. Donc le français, il a perdu l'âme de la France. Et cette âme, elle n'existe plus que dans quelques-uns. Ernst von Salomon, dans Les Réprouvés, disait que la nation brûlait dans quelques cerveaux hardis. Il est vrai que quand on se prétend nationaliste, on nous regarde avec des yeux comme si on était un extraterrestre. Mais ce sont les nationalistes qui ont permis aux nations de durer. Et puis, l'État. Puisque la définition de la nation, c'était une terre, un peuple, un État. L'État actuel, c'est un État défaillant, c'est un État acheté, c'est un État vendu, c'est un État qui ne remplit plus ses prérogatives, c'est un État qui est autoritaire uniquement contre ceux qui vont contre ses desseins. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien à attendre de cet État, c'est le danger. Il faut l'abattre. Charles Maurras disait que pour vaincre la démocratie, on pouvait employer tous les moyens, y compris la légalité. Malheureusement, de nos jours, les mouvements patriotes utilisent beaucoup trop la légalité. Et ils se font des illusions et ils illusionnent la population française. On ne peut pas, pendant 50 ans, faire subir à des gens qui votent pour vous des défaites électorales. Ce n'est pas possible. Les gens vont être désespérés. C'est la raison pour laquelle le militant nationaliste, c'est un militant qui se bat tous les jours hors du système. Se battre hors du système, c'est remporter une petite victoire contre le système. Exemple, fermer un poste de télévision, c'est une victoire. Exemple, être imperméable aux modes, à l'air du temps, à la musique, à toutes ces petites choses qui sont en train de niveler les populations. Ça, c'est un combat que l'on peut remporter. Et on peut trouver des raisons de vivre et des raisons de mourir. Je vais terminer, il y aurait beaucoup à dire, mais j'avais dit que le militant était l'ultime rempart de la cité. Je voudrais citer Charles Maurras. Charles Maurras disait « Cueillons, l'avenir appartient à ceux qui cueillent la fleur du passé. Le passé nous appartient, on ne peut pas nous le voler. Le présent est entre les mains de nos ennemis. Ils tiennent tout. L'avenir est hypothétique. Le renouveau militant et le sursaut doit naître donc du passé. En s'appuyant sur le passé, on peut trouver des exemples qui nous confortent dans notre combat. Pour terminer, je voudrais vous demander quelque chose. Je suis là, vieux militant nationaliste, mais également ancien membre de l'OS. Il y a dans cette salle, un fils digne de son père. Vous savez, par les temps qui courent, les fils et les filles indignes, ça ne manque pas. Eh bien, il y a des fils qui sont dignes. Nous avons dans la salle le fils du plus beau combattant de l'organisation armée secrète, le fils de Delta, de Roger de Gueldre, qui fut exécuté après une parodie de justice, un procès sans appel qui avait duré 3 heures. Ce fils est présent, il est venu à mes côtés. Je vous demande de lui faire une ovation à travers lui à son père qui fut un des meilleurs d'entre nous.
vous remercie. Il ne tient pas, il ne tient pas. Mais à travers lui, vous avez rendu un très bel hommage à son père. Je terminerai par une très belle phrase de mon vieux maître, Édouard Drummond. Édouard Drummond, ce n'est pas n'importe qui. Je vous rappelle que Charles Maurras avait dit « Nous avons étudié à sa lumière ». Eh bien, Édouard Drummond, il avait la phrase du combattant, il disait « Nul n'a droit à sa peau qui ne la nul n'a droit à sa peau qui ne la défende. Si vous ne défendez pas votre peau, vous n'avez aucun droit. » Je terminerai encore une autre belle citation de Monterland. Vous savez, on est rentré dans une période de sentiment, de sensibilité, de féminisation de la société. C'est fait sciemment. Alors, Monterland dit, c'est ce qui nous attend, mais il ne faut pas avoir peur. Monterland dit, la guerre civile, c'est la bonne guerre. C'est celle où l'on sait qui l'on tue et pourquoi on le tue. Alors que la guerre classique, vous allez tuer un malheureux que vous ne connaissez pas, qui ne vous aurait pas fait de mal. Nous allons être confrontés à la guerre civile, il faut se préparer au combat. Je vous remercie.